Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Centre Primo Levi. Situé à Paris, le Centre Primo Levi est une association pluridisciplinaire qui prend en charge le psychotraumatisme et qui accompagne des personnes exilées, victimes de la torture et de la violence politique. Chaque année, ce sont près de 400 patients, hommes, femmes et enfants, originaires de 45 pays, qui sont reçus et accompagnés sur une durée moyenne de 3 ans, afin de les aider à dépasser progressivement les effets de la violence et de retrouver une place dans la société. Le Centre Primo Levi cherche également à transmettre son expérience et ses connaissances cliniques grâce à son centre de formation, sa revue mémoire, ses colloques et ses rapports de plaidoyer. C'est de cette ambition de témoigner qu'est né le choix du nom Primo Levi, pour sa valeur symbolique, synonyme du refus des traitements inhumains, cruels et dégradants. Je suis Valentin Ecker, psychologue clinicien au Centre Primo Levi, et j'accueille aujourd'hui Armando Côté, psychologue clinicien psychanalyste au Centre Primo Levi. Et aujourd'hui, on va parler de frontières. Au cœur des enjeux politiques de ces dernières années, elle est le symbole du rempart, de la protection contre l'étranger qui arriverait massivement sur nos territoires européens. Mais n'est-il pas possible de la penser différemment, comme un lieu de rencontre par exemple, ou comme un espace qui permet de délimiter ce qui est moi et ce qui est toi? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est toujours aussi nette, cette frontière? Bonjour Armando. Bonjour Valentin. Alors, première question, dans la revue Mémoire, tu compares la frontière à la zone grise. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est une zone grise? Alors, en effet, oui, il faut la définir. En 1937, Pablo Picasso précède Primo Levi. Picasso dénonce les bombardements de la petite ville basque de Guernica par l'armée nazie avec un tableau peint dans des dizaines de tonalités de gris. Pour moi, la Guernica est une représentation de la zone grise. Je pense que tu as en tête ces tableaux que nous connaissons tous, mais pour Primo Levi, pour sa part, il parlera de la zone grise dans son premier livre en 1947, donc 10 ans après Picasso. Mais c'est 40 ans après, dans son livre Les naufragés et les rescapés, qu'il a donné une définition précise. Pour Primo Levi, les camps d'extermination étaient une sorte de laboratoire, c'est-à-dire une zone où se trouvent à la fois des prisonniers et des fonctionnaires, autrement dit des maîtres et des esclaves. La zone grise est un terme qui tente d'éviter la pensée unique, simpliste sur une situation complexe. Primo Levi nous invite à chercher les nuances du gris qui existent entre les tout noirs et les tout blancs. La zone grise, c'est donc un refus de penser les frontières comme nous avons l'habitude de les faire. L'expérience qu'a vécue Primo Levi, expérience traumatique, est abordée autrement que de manière simpliste et binaire. D'un côté les victimes, et de l'autre côté les agresseurs. Non, Primo Levi n'accepte pas une rhétorique classique persécuteur-persécuté. Non, il me semble qu'il y a une zone, et c'est ça que Primo Levi dit, dans laquelle, parmi les persécutés, les victimes, il n'y a pas de ligne de séparation. Les nous disparaît, devient impossible. Les systèmes de ségrégation visent toute résistance. Primo Levi a souligné dans ses écrits comment la solidarité disparaît dans les camps. Dans la zone grise, chacun vit pour soi, solitude extrême face au mal absolu. C'est ça qu'on constate aussi, on voit avec nos patients, Valentin. Dans les expériences extrêmes des guerres, on trouve cette couleur grise. Rappelle-toi de la nuit et brouillard. Les gris, c'est cette couleur entre deux, les degrés, les demi-contours. Les gris, c'est la couleur de l'ombre. Les gris traduit l'ombre. Les gris, c'est une couleur qui fait parler les autres couleurs. Quand on fait de la peinture, on le sait. Au fond, dans la zone grise, on arrive à un irréductible. Dans chaque expérience traumatique, il y a un élément irréductible. Primo Levi était chimiste de formation. Rappelle-toi, il le savait, la zone grise est la soustraction qu'on fait après l'analyse chimique. La zone grise, c'est un espace de recherche, il me semble, pour tenter de trouver la cause du mal. Qu'est-ce que la zone grise a apporté ou a modifié au niveau des relations humaines? Ah oui, la zone grise a modifié notamment les temps et les regards sur le monde. Freud avait un mot pour cette zone, un mot allemand
que nous ne pouvons pas traduire. Unheilig, inquiétante étrangeté. C'est-à-dire que ce qui était familier, Heim, devient étrange, mais aussi inquiétant. Un autre effet de la zone grise est qu'il n'y a plus de frontières. L'extérieur et l'intérieur s'entremêlent. Le sujet n'a plus d'idée de ce que c'est le privé et le public. Tout devient public, à ciel ouvert, plus de frontières, plus de petits coins où se cacher, où se protéger. Les rêves de tout état totalitaire. De plus, cliniquement, il y a aussi un lien étroit entre le trauma et la phobie. Face à certains objets et certaines situations, une angoisse soudaine se présente et des frontières imaginaires se dressent devant les sujets, les patients, nous patients. Des lieux communs, banals, ça on le sait, une rue, un train, une pièce devient dangereux et hostile. Il faut donc vite trouver un mot, un objet, un animal qui écarte et représente la peur et l'angoisse. Dans cette zone, ce point est essentiel dans l'article que j'ai écrit pour mémoire. Il n'y a pas de clés pour sortir. Nous enseignent nous patients, les patients qui fréquentent les centres Primo Levi. Pas de clés simplement parce qu'il n'y a pas eu de porte. Dans mon article, je cite un livre remarquable qui s'appelle Triste Tigre de Neige Sinon. Je pense que tu l'as lu. Elle témoigne très précisément de ces moments où elle a cédé face à la situation traumatique. Situation inédite qui exclut toute possibilité de consentement. Mot à la mode. Dans son livre, il y a un chapitre dédié à la zone grise. Dans cette zone grise, il n'y a pas d'espace pour faire un choix. Pour qu'une porte existe, il faut des murs. Autrement, c'est un trou. Les mots franchissement trouvent une autre épaisseur dans la zone grise. C'est une zone dans laquelle nous ne pouvons pas parler ni des consentements ni des choix. Il faut être en capacité de pouvoir articuler une parole pour qu'elle puisse avoir un effet. Dans l'instant qu'on rentre dans la zone grise, le sujet est dépossédé de la fonction de la parole. Dans la zone grise, les pourquoi n'existaient pas. Et la clinique dans tout ça? Mais voilà, on y arrive. La clinique avec les enfants. Donc, les sentiments de légèreté de l'enfance est dû à cette croyance d'un monde où tout est en blanc et noir. Un monde où la réponse aux deux grandes énigmes de la vie, la sexualité et la mort, sont du côté des adultes. Les adultes savent qu'ils sont une réponse dont l'enfant est tranquille. La couleur dans l'enfance a un espace bien délimité. Une grosse ligne marque leur territoire, comme dans les tableaux des Mondrian. Tu vois les tableaux de Mondrian où il y a justement la jalousie des couleurs. Mais à la sortie du sentiment de l'enfance, c'est le moment de rentrer dans la zone grise, dans une zone d'ombre, des peurs, d'errance, des solitudes infantiles. Il y a une obsession, comme on l'écrit Lacan, en deux mots, c'est-à-dire une cession d'une partie de soi, d'un objet, d'une partie qui se perd dans cette zone grise. Objet petit a, ne disons pas plus. Du coup, il faut imaginer une frontière sans ligne d'horizon, c'est-à-dire un horizon sans frontière. C'est l'effet du trauma sur certains enfants. Dans la clinique avec les enfants, il s'agit donc, il me semble, de récupérer cette part du vivant qui existe dans tout sujet qui parle. Il y a une voix qui affirme son désir de vivre. Nous constatons souvent les effets des nominations, c'est-à-dire les effets de se dire qui se produisent dans l'espace d'une séance analytique. Prendre la parole, souvent dans sa langue maternelle, produit des effets insoupçonnés. Cette zone grise ne disparaît jamais totalement. Heureusement, elle fait partie de notre existence et elle apporte un grain de beauté là où parfois tout est clair et laid. La zone grise est au fond, nous pouvons conclure comme ça, c'est une question sur notre responsabilité en tant qu'institution, en tant que clinicien, mais aussi en tant qu'être de parole. Nous imputons souvent la responsabilité aux autres de la situation traumatique, à la situation sociale par exemple, à la famille, aux parents, à leurs responsabilités.
La zone grise remet en question, il me semble, cette facilité de penser, rendre l'autre responsable de nos malheurs. Penser la zone grise est une invitation à penser, question centrale dans notre clinique, qu'il n'y a pas de clinique sans éthique. Pas de clinique si la fin d'un suivi, les sujets, peu importe son âge, s'il parle ou pas, je pense au bébé, si le sujet n'est pas responsable de sa position subjective. Il y a du hasard dans chaque trauma. Du hasard, donc, aucune élaboration des savoirs ne viendra à bout. Ça, on le sait des longs suivis qu'on fait ici, mais chaque récit est une tentative plus ou moins à droite de construire un destin. En effet, croire au hasard, c'est témoigner déjà d'un certain degré de culture, disait Freud. Aux yeux du primitif, des lettres, un culte de l'enfant, tout ce qui advient est motivé. Lacan disait tout est tramé. Autrement dit, dans la zone grise, il existe un espace où le sujet peut encore décider de ce qui va se passer l'instant d'après. Après tout, comme disait Paul Klee, une ligne, ce n'est qu'un point qui est allé se promener. Merci beaucoup Armando et à la prochaine. À la prochaine, merci à toi. Vous venez d'écouter un podcast du Centre Primo Levi. Abonnez-vous pour découvrir tous les podcasts du Centre Primo Levi.